mon histoire, j'ai démarré stagiaire dans une boîte il y a 25 ans. Et aujourd'hui, au travers des différents rachats successifs, bien, j'ai un rôle de Corporate Chief Technology Officer en charge de la stratégie technologique. Ma journée type, je me lève à 6h30, à 7h30 je suis devant ma machine, je fais 1h, 1h30 de veille tous les jours. 50 à 60 sources que je balaye au quotidien. On est dans un environnement qui est ultra dynamique. Il y a quelques années, on était capable de faire ce qu'on appelait du forecasting, de la prévision. Moi aujourd'hui, mon métier, c'est faire du nowcasting, c'est-à-dire être capable d'expliquer ce qui nous arrive maintenant. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien aujourd'hui, je suis en compagnie de Philippe Ansarguet, qui est le Chief Technology Officer du groupe Orange Business Services. Merci Philippe d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Pierre, avec plaisir. C'est un plaisir partagé. Je vais commencer le podcast comme ça m'arrive souvent par un petit remerciement par la personne qui nous a mis en contact, à savoir Emmanuel Adno, qui travaille également chez Orange Business Services. Et je vais avoir une question super classique, super simple. Voilà, Orange Business Services, c'est un groupe de près de 30 000 personnes. Donc, gros poste, grosse responsabilité. Une des premières questions, c'est quels ont été les tournants, quelles ont été les grosses étapes et comment on fait pour arriver à un poste, à ce poste-là, à ce type de poste-là, avec ces grosses responsabilités. C'est une très bonne question et puis une aventure, j'ai envie de dire, de presque une vie. Moi, ça fait 25 ans que je gravite dans cet écosystème. Alors moi, mon histoire, elle est assez simple. Moi, j'ai un parcours d'abord universitaire où j'ai fait de l'intelligence artificielle il y a 30 ans sur des sujets vraiment passionnant. On utilisait des principes de génétique humaine appliqués à de l'informatique, où en fait on utilisait ces algorithmes d'IA pour pouvoir élire les populations qu'on réinjectait dans un réseau de neurones. Intellectuellement un pied énorme, mais il y a 30 ans, j'ai rapidement compris que c'est pas une activité qui allait me permettre de pouvoir finalement en vivre, à part dans une approche purement universitaire. Donc j'ai terminé mes études en Bretagne, à Rennes, où j'ai fait un cursus en sécurité du système d'information à l'ENST Bretagne. J'ai débarqué là-bas en 1996 et puis depuis, je m'y suis installé et j'y suis resté. J'ai intégré en tant que stagiaire une entreprise dans laquelle finalement je suis arrivé à un moment et un tournant extrêmement particulier, puisque c'était le plein démarrage du boom du web et de l'internet. Et puis j'ai eu la chance finalement, en tant que stagiaire, de me retrouver dans une entreprise, finalement, avoir des compétences qui étaient un petit peu touche à tout. Le développement, l'avant-vente, le design, l'architecture. Un moment où finalement, il y avait une effervescence absolument extraordinaire. Et puis l'histoire en fait est relativement simple et veut que j'ai changé 5 fois d'entreprise sans vraiment changer de bureau, puisqu'on a été racheté plusieurs fois, et le dernier groupe auquel nous avons été intégrés est l'entité B2B du groupe Orange, donc Orange Business Services. Et donc moi mon histoire, j'ai démarré stagiaire dans une boîte il y a 25 ans. Et aujourd'hui, au travers des différents rachats successifs, j'ai un rôle de Corporate Chief Technology Officer en charge de la stratégie technologique sur des métiers aussi divers que le digital, l'IT, le network, le telco. Et comme tu le disais, une entreprise de près de 28 500 salariés, présent dans 65 pays dans le monde, avec un ADN d'opérateur, et donc sur les travaux et les services en termes évidemment de networking et de connectivité, mais également tout le pan du digital, du cloud et de la data qui ont déferlé depuis les 5-6 dernières années. Et du coup, sur un groupe de un peu moins de 30 000 personnes, sous ta responsabilité à toi, ça fait combien d'équipes, combien de personnes? Alors, pour qu'on se rende compte. En fait,
Pour pouvoir répondre à ta question, c'est peut-être intéressant de juste faire un pas en arrière. En fait, moi, le métier de CTO, c'est un métier que j'ai eu l'occasion de pratiquer depuis maintenant presque 15 ans. J'ai été CTO de 3 entreprises. Une entreprise à 1500 personnes où on faisait que du service. Une entreprise à 3500 personnes où on faisait un mix de services et de produits. Et puis maintenant, Orange Business Services à 28 500 personnes. C'est clair que la taille et la nature de l'activité de ces entreprises m'a amené à jouer des rôles extrêmement différents. Et forcément, Pierre, dans une entreprise aussi grande que celle-ci, nous travaillons avec des business units qui ont des périmètres d'engagement client dans lequel ils portent des PNL, ils portent un engagement client sur lequel ils ont également une partie de leur engineering. Donc, dans ce rôle de CTO transverse corporate, en fait, moi, j'anime un quorum de CTO et de Head of Technology sur les différents métiers que sont le cloud, la connectivité, les métiers de la data, les métiers du digital. Et finalement, moi aujourd'hui, mon métier, c'est vraiment de préparer le futur, préparer demain, travailler sur quelles sont les thématiques qui vont avoir un impact positif ou qui vont nous amener des challenges en termes de positionnement. Et puis faire accoster ces thématiques-là dans les programmes de transformation pour faire qu'au niveau des différentes BU entités du groupe, elles soient déployées. Donc concrètement, en charge de la vision, de la trajectoire technologique que nous orchestrons et que nous mettons en œuvre avec les CTO au bornes des différentes BU. Exactement. Sachant que moi, sur cette activité-là, ça a été une aventure humaine formidable dont je pense que je me rappellerai très certainement une grande partie de ma vie. L'histoire commence sur ce job de CTO chez EBS il y a maintenant un peu plus de 4 ans. Je me rappelle parfaitement. J'étais sur Paris dans ma chambre d'hôtel le soir. Je sais pas, devait être 7h, 7h30. Et puis mon téléphone sonne. Et puis le CEO de l'époque d'Orange Business Services, finalement, c'est lui qui m'appelle. Il me dit, écoute, voilà Philippe, j'ai écouté nos partenaires, j'ai écouté les analyses, j'ai écouté nos clients et franchement, la technologie est en train de jouer un rôle, mais vraiment totalement disruptif par rapport à la façon dont on veut aller sur le marché. Et on a besoin de se donner une trajectoire, de se donner une vision, et puis tout simplement de pouvoir avoir une trajectoire sur cette thématique technologique. Donc je veux créer un CTO Office et j'ai besoin de nommer un CTO. Et concrètement, je pense que tu es la meilleure personne pour faire ça. Donc évidemment, quand ce genre de coup de fil vous arrive, en fait, tu réfléchis moins d'un quart de dixième de seconde et puis tu dis spontanément « mais bien sûr !» Et puis là, c'est une formidable aventure parce que c'est un poste qui n'existait pas, un métier qui n'existait pas, sur un périmètre qui n'existait pas. C'est pas le plus simple, hein. Alors, c'est pas le plus simple, mais moi, dans ma vie, l'histoire de la feuille blanche, ouais. C'est quelque chose qui m'est arrivé très souvent. Je suis très à l'aise dans l'exercice de la feuille blanche, très certainement parce que peut-être que j'ai un profil créatif. Et du coup, moi je suis arrivé avec plein d'idées, plein de propositions. Et donc on a structuré finalement un CTO Office à l'échelle de la taille de l'entreprise. Et tu vois, les 2 premiers actes importants que j'ai mis en place, le premier a été de créer donc notre CTO Board, qui est donc l'organe de gouvernance dans lequel on fédère l'ensemble des Head of Technology et CTO des BU qui, nous permet de pouvoir travailler et les sujets de vision, de trajectoire, mais également tout ce que l'on veut mettre en place en termes de transformation à l'échelle de l'entreprise, en termes de choix d'outils, en termes de choix de méthodologie, en termes d'approche vers lesquelles on veut aller. Premier choix, monter ce CTO Board. Deuxième choix, mettre en place un OSPO, un Open Source Program Office, pour pouvoir répondre à des questions de plus en plus importantes en volume que l'on avait et de la part de nos clients, mais aussi de la part des salariés d'Orange Business Services. C'est quoi son objectif à l'Open Source Program Office ? Alors, la partie OSPO a plusieurs objectifs, 3. Premier objectif, être capable de pouvoir répondre aux questions sur des engagements sur un périmètre légal.
l'open source, on sait que c'est un chaos parfaitement organisé et orchestré, dans lequel il y a des règles, des principes de fonctionnement, dont l'utilisation est portée par le type de la licence. Voilà, tout simplement, quand on consomme des produits open source, en fonction du type de licence que l'on va, dont on va hériter finalement dans les produits qu'on est amené à intégrer, eh bien, on peut avoir des droits et devoirs. Et concrètement, on avait de plus en plus de questions autour de ça. Donc, premier objectif, répondre à ça. Deuxième objectif, eh bien, quand tu as des salariés qui sont intéressés pour s'impliquer sur tel ou tel projet open source et qui se posent des questions, mais comment je le fais à titre personnel, comment je le fais à titre professionnel, enfin, quelle identité je dois déclarer. Donc voilà, on a aidé à cadrer cette partie-là. Et le troisième objectif est un objectif finalement d'éducation et apporter de l'awareness sur la thématique open source et finalement montrer les apports et les intérêts que ce type de solutions peuvent représenter, surtout à un moment où on cherche des marges de manœuvre en termes de compétitivité d'entreprise. Ok, donc ça c'était le deuxième choix. Ouais, deuxième choix structurant. Premier choix, monter le CTO board. CTO board. Voilà, ça c'était vraiment le moment vraiment très 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 important. Ouais. Et j'ai une petite question. Je reviens sur t'as un coup de fil. On te propose le poste. Bon, effectivement, tu réfléchis pas bien longtemps. Tu t'es dit, tiens, mais dans la manière dont tu as expliqué, tu t'es fait racheter 3 ou 4 fois de manière successive. Je sais pas, dans l'imaginaire collectif, on se dit souvent, quand il y a des postes en doublon ou quand on se fait racheter, c'est pas forcément ceux qui se font racheter qui ont les promotions. Est-ce que tu t'étais animal politique, hasard, force de travail, reconnaissance de la force de travail? Enfin voilà, tu l'expliques comment? Alors, c'est une question qui est complexe à répondre. Déjà, vis-à-vis du rôle que vis-à-vis de mon job de CTO côté Orange Business Services, en fait, cette opportunité est arrivée après avoir été Chief Technology Officer de la partie digitale d'Orange Business Services pendant plus de 4 ans. Ouais. Donc concrètement, les exécutifs d'entreprise ont pu voir et constater sur le terrain concrètement les éléments de modernisation ou de transformation qu'on a pu apporter. Puis tu sais, l'histoire en fait, elle est simple. Je sais pas si elle est simple, mais en tout cas, voilà, la façon dont je la raconte, c'est que on est à un momentum dans une entreprise dans lequel globalement l'ADN de ce que tu vends ou de ce que tu proposes est un mixte de digital, d'IT, de network et de telco. Tu te rends compte que là, le moment auquel on est, d'un point de vue technologique, on a une phase de convergence qui ne s'est jamais produite auparavant. Les frontières sont tous en train de tomber et on va vers des socles d'infrastructure et d'architecture, évidemment à base de cloud, de plus en plus de cloud native qui sont complètement dopés au software, à l'automation et à l'épéisation. Et en fait, moi, c'était le cœur de la modernisation que j'avais mis en place dans mon précédent job sur le périmètre de l'entité digitale d'Orange Business Services, dans lequel on avait eu une formidable aventure et une réalisation intéressante où on a mis en place une propre usine logiciel, notre Software Factory, qui en fait aujourd'hui est toujours en place et permet de pouvoir soutenir les activités de développement de quasiment 5000 personnes au quotidien. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, un data center, ça se configure avec du code, du network, c'est du code, du storage, c'est du code. Monter ton infra, c'est du code. La façon dont tu opères ton infra, c'est du code. Évidemment, ton application, c'est du code. Donc finalement, on se retrouve avec des personnes qui sont des développeurs, mais des admins et des ops, des gens qui viennent du réseau, des gens qui viennent du monde de la sécurité. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vraiment une convergence en termes d'approche pour pouvoir produire les solutions. Où on passe de plus en plus d'un environnement impératif à des environnements déclaratifs qui nous permettent finalement d'aller chercher les propriétés d'immutabilité qui sont au cœur de nos infrastructures cloud native et qui nous permettent finalement de pouvoir
porter cette ambition d'automatisation. Donc en fait, voilà, on avait posé finalement toutes ces pièces du puzzle, on avait commencé un peu à les rapprocher. Et finalement, moi, Et du coup, le poste qu'on te propose après, c'est la synthèse ou la continuité de ce que tu avais de ton poste précédent. J'aime beaucoup la façon dont tu l'exprimes. J'aime bien cette notion de continuité parce que finalement, moi, le mandat qu'on m'a demandé, qu'on m'a proposé, c'est comment tu peux nous aider à donner une impulsion aujourd'hui d'une entreprise qui a un ADN de telco pour lui donner une impulsion dans un ADN de techco, une entreprise de technologie. Voilà. Et moi, sur les 3 ans et demi qui viennent de s'écouler, tous les matins quand on s'est levé avec mes équipes et toutes les personnes qui gravitent autour de notre écosystème, c'est ça notre mission. C'est finalement accompagner une entreprise qui se mute d'un ADN de telco à un ADN de techco. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est sur ce sujet-là que j'ai soumis ma candidature il y a maintenant 2 ans à quelque chose d'assez improbable. En fait, c'est aussi une anecdote et une histoire de rencontres et de choses improbables. Un jour, pareil, un coup de fil, on me dit voilà, écoute... On a eu un échange avec la communication corporate du groupe Orange, donc, et ils me disent il y a la possibilité de pouvoir rentrer dans un concours pour pouvoir obtenir entre guillemets le titre de CTO de l'année. Alors moi généralement c'est pas le genre de truc qui me font vraiment voilà, ça me fait pas triper plus que ça. Et puis, par curiosité, j'ai regardé ce qui était attendu, j'ai regardé qui étaient les personnes qui avaient été nominées et gagnées les années précédentes. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de très sérieux, où il y avait un véritable travail de synthèse à faire, un véritable travail dans lequel on valorisait des résultats qu'on avait pu mettre en place. Et puis, ce qui pour moi a été une surprise absolument énorme, c'est que j'ai eu le plaisir d'être nommé Trailblazer CTO de l'année 2021 sur le scope de l'industrie telco. Et voilà, et ce qui est un momentum super important autour de tout ça, c'est que, c'est la première fois chez Orange que quelqu'un gagne cet award, et 2, je l'ai su après, mais j'ai reçu mon award à l'unanimité de tous les membres du jury. Donc ce qui permet de pouvoir amener une petite touche de satisfaction supplémentaire. Et là aussi, c'est encore une histoire rigolote parce que en fait, si tu veux, Pierre, dans cet award, il y avait 2 prix. Il y avait un prix qui était un prix qui s'appelait Trailblazer, donc sur la capacité de projection, sur la capacité finalement d'exprimer une vision et une stratégie. Et un deuxième qui s'appelait Game Changer, dans lequel en fait l'idée était de juger ou d'apprécier les travaux des participants sur la base finalement de l'aboutissement d'une transformation. Et moi, je me présente donc on démarre, je pense qu'on doit être 25-26 sur la ligne de départ, il y a des filtres, machin, je te passe les détails, et puis tu te trouves au bout du bout, dans une table ronde, où globalement, t'as 4 personnes qui sont postulants sur le Trailblazer, 4 personnes sur la partie Game Changer, tous les membres du jury. Et puis, pendant 2 heures, on a un échange à bâton rompu entre pairs, super intéressant, les enjeux, les challenges, la transformation, les priorités, et tiens, et toi, comment ça se passe ? Bref, vraiment extrêmement sain dans l'esprit, moi, je me rappelle très bien. Et puis, au bout du bout, évidemment, ils disent, voilà, maintenant, on va annoncer les résultats. Et puis là, j'ai eu un énorme moment de vide parce que, tout simplement, moi, je me rappelais pas dans quelle catégorie j'avais joué. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils annoncent le premier vainqueur sur la catégorie Game Changer. Moi, je me dis, ouais, ça doit être ça. Et en fait, ils annoncent quelqu'un qui s'appelle Enrique Blanco. Enrique, c'est le CTO de Telefónica. Et donc, voilà, il n'y a aucun problème. Enfin, quand tu regardes l'histoire de ce qu'il a fait, évidemment. Et puis moi, tu sais, une fois où ta catégorie, entre guillemets, tu penses qu'elle est passée, émotionnellement, t'as une évacuation, t'as un truc mais qui est monstrueux. Donc en fait, tu lâches l'affaire, entre guillemets. Tu vois, t'es là, ton corps est là, mais ta tête, elle est ailleurs. Et je sais pas, et puis à un moment donné, j'entends mon nom.
et tous les gens qui se mettent à applaudir. Et là, tu dis, mais là, j'ai vraiment loupé un truc, là. Et donc, effectivement, c'est là où après, ils font. Donc voilà, il y a eu un moment rigolo là-dessus. Moi, ce que j'ai apprécié dans cet exercice, et pourquoi j'ai accepté de le faire, parce que, tu vois, il y a des moments, il y a des étapes. Moi, je pense que c'est important d'être capable, à un moment donné, de se poser un petit peu, de regarder un tout petit peu derrière dans ton rétroviseur, et de regarder le chemin que tu as parcouru avec tes équipes, qui tu as rencontré, qui t'a transformé, qui t'a aidé, pour pouvoir le rendre. Pour moi, le fait de rendre, c'est vraiment très important. Et j'ai accepté de rentrer dans ce contest, tout simplement parce que ça a été un moment, moi ça tombait, moi ça faisait 25 ans que j'avais commencé à travailler, et je me suis dit, c'est aussi un bon moment pour pouvoir faire un bilan, quoi. Un bilan, exactement. Et moi, c'est comme ça que je me suis prêté à l'exercice, pour être capable de... En fait, pour moi, tu peux bien apprécier ce qui est devant toi, ou ce qu'on te propose, à partir du moment où tu sais ce que tu as construit et ce qui t'a construit. Voilà. Parce que pour pouvoir avoir une trajectoire, quelle qu'elle soit, et aujourd'hui, quand on dit j'ai une trajectoire successful ou pas, bref, tout ça est très très relatif, et surtout, ça s'appuie sur plein de composantes. Les gens que tu rencontres, les gens qui te mentorent, les gens qui t'accompagnent, les personnes qui sont là dans les moments de difficulté, les personnes qui sont là pour t'accompagner. Et voilà. Et pour moi, c'était vraiment ce point de bilan qui était super enrichissant. Il y en a eu des moments de difficulté, justement ? Forcément. Les moments de difficulté, en fait, si tu veux, quand tu travailles dans un domaine dans lequel finalement ce que tu manipules, c'est de la vision, c'est de la stratégie, c'est de la technologie, la part d'inconnu que tu manipules, elle est colossale. Regarde ce qui vient de se passer en moins de 10 ans, même en moins de 5 ans. On est passé d'un environnement qui était relativement statique, avec des relations économiques relativement statiques, dans un environnement géographique relativement statique. 5-10 ans plus tard, la moindre société qui se crée a en premier lancement une target qui est souvent planétaire, avec une capacité de disruption pour aller chercher des acteurs qui aujourd'hui ont quasiment pignon peu. On est dans un environnement qui est ultra dynamique. Et tu sais, y a une anecdote, et je commence très souvent mes conférences et mes keynotes par ce slide-là, où en fait j'explique, voilà, il y a quelques années, on était capable de faire ce qu'on appelait du forecasting, de la prévision. Voilà, comprendre ce qui peut se passer demain. Moi, aujourd'hui, mon métier, c'est faire du nowcasting, c'est-à-dire être capable d'expliquer ce qui nous arrive maintenant. À tel point, on est dans un environnement qui est dynamique. Donc, quand tu me parles, mais est-ce que tu as eu des moments difficiles ? Alors, évidemment, oui, et comme tout le monde. Voilà, c'est comment tu gères cette part de doute, cette part d'inconfort, cette part de questionnement, et finalement, la façon que moi j'ai eue pour pouvoir y répondre, c'est peut-être une curiosité totalement exacerbée, une volonté d'apprendre absolument, voilà. Donc moi j'ai... C'est ce qui te caractérise le plus, la curiosité ? Je pense que c'est certainement, oui, un des éléments qui peut être une des caractéristiques les plus saillantes de mon profil. Mais ça se travaille. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment un acharné sur cette partie-là. Enfin, tu vois, je vais avoir 50 ans, 25 ans de boîte. Aujourd'hui, j'ai peut-être un job de CTO pour une boîte de cette taille-là. Moi, Pierre, tous les matins, j'ai pas une activité monacale, mais moi, ma journée type, je me lève à 6h30, à 7h30, je suis devant ma machine, je fais 1h30 de veille tous les jours. 50 à 60 sources que je balaye au quotidien. Comment tu l'organises, ta veille, du coup ? Alors, ma veille, aujourd'hui, en fait, je l'organise de plusieurs façons. J'ai une veille
technologique et une veille business avec une empreinte France et une empreinte US. Donc voilà, si tu veux, j'ai une 50 à 60 sources que j'ai identifiées qui me paraissent pertinentes et que j'analyse au quotidien pour pouvoir vraiment comprendre les tendances de ce qui se passe au plus près de quand elles arrivent en fait. Et si on cite quelques sources en particulier que tu trouves particulièrement pertinentes. Ah bah moi aujourd'hui, une source que j'adore et que je consulte très fréquemment, c'est le site qui a été créé par Alex Williams et qui s'appelle The New Stack. Pour moi aujourd'hui, The New Stack et depuis maintenant peut-être, je sais pas, 4-5 ans, amène pour moi une matière extrêmement précieuse en termes de trajectoire et de tendance technologique. Voilà. Et moi ce que j'apprécie, et tu le comprendras et très certainement dans la suite de l'échange, c'est de vivre et de voir la tech avec ceux qui font la tech. Et donc derrière, d'avoir cette partie de connexion avec l'écosystème, notamment Twitter, et de pouvoir utiliser ce canal-là pour pouvoir aller discuter et interagir avec les gens qui font la tech. Donc The New Stack, c'est vrai. Après, un autre site qui pour moi est très précieux, c'est un site qui s'appelle RedMonk, qui est aujourd'hui notamment piloté par quelqu'un qui s'appelle James Governors, qui pour moi est très certainement un des tech advocates les plus influents, ou en tout cas inspirants du moment. Et c'est quelqu'un qui travaille avec des gens extrêmement talentueux avec lui. Et voilà. Et pour moi, c'est vraiment des décrypteurs et des défricheurs de tendances technologiques. Ma dope, c'est celle-là. Et sachant que dans ma journée, donc je démarre le matin, ma review, derrière la partie tweeting, et en fait, ce qui est intéressant... Tweeting, c'est pour justement poursuivre ta veille, aller un peu poncer un peu des sujets avec les mecs qui produisent et qui réfléchissent sur des sujets pointus. Exactement. Ouais, et puis moi je pense que c'est important aussi d'avoir des opinions sur les sujets sur lesquels tu travailles. Donc c'est aussi pour moi une façon de pouvoir exprimer mon opinion sur des sujets qui me tiennent à cœur, sur des thématiques de transformation de culture, de méthodologie, et puis également sur des sujets beaucoup plus technologiques. Voilà, et donc tu as l'analyse du thread de news le matin, et puis le soir, quand j'ai terminé ma journée, en fait, je me suis monté des petites listes Twitter avec des personnes qui pour moi sont des personnes à suivre de référence. En fait, je lis ces fils-là pour pouvoir recouper les informations que j'ai pu lire le matin. Donc voilà, moi je suis vraiment accro à ça. À côté de ça, tu vois, je pense que sur les 3 dernières années qui viennent de se passer, je sais pas, j'ai peut-être fait 50, 60 trainings, j'ai peut-être passé une quinzaine de certifications. Dans les faits, je suis pas certain que j'en ai besoin, mais moi je sais que j'en ai besoin, parce que je n'imagine pas de pouvoir commenter ou me mettre en face de quelqu'un sans avoir compris ce qu'il y avait derrière. Évidemment, mon job, c'est pas de l'implémenter, de l'amener à l'échelle, non, mais de l'avoir pouvoir compris. Donner le change, comprendre les enjeux. Exactement. Aujourd'hui, tu sais, je trouve que c'est peut-être quelque chose de culturel, mais avant époque Covid, j'avais la chance d'aller assez souvent sur la plaque nord-américaine, tu vois, peut-être 5-6 semaines par an quand même. Moi, j'ai toujours été extrêmement agréablement surpris de voir des CEO ou des founders des grandes entreprises de la tech, quand tu les rencontres en executive briefing ou en one-to-one en discutant avec eux, finalement, le niveau de profondeur dans laquelle ils sont capables d'aller sur les détails d'implémentation technique de l'architecture, du design de leur solution. Et voilà. Et moi, je suis pas certain que ce soit complètement le cas toujours chez nous. Et donc, c'est pour ça que l'idée, c'est pas de cultiver une excellence technologique, mais c'est de cultiver la matière nécessaire pour être capable de comprendre ce qui se passe, de comprendre les transformations, de comprendre là où se trouvent vraiment les enjeux, là où peuvent arriver les disruptions. Et je pense qu'en étant vraiment très connecté à cet écosystème
et de tech vendor, et d'open source, et de fondation de l'écosystème open source qu'on arrive à voir finalement cette alors, du cette coup, vision. est-ce que tu peux nous en livrer quelques éléments de tes conclusions actuelles? C'est quoi les technos de rupture, la vision que tu as du futur, des techs, les chantiers que tu vas lancer, mener autour de tout ça? Alors, moi aujourd'hui, les sujets sur lesquels j'interviens, c'est beaucoup autour des thématiques cloud native. Pour moi, c'est vraiment une partie de fondation très très forte. Donc évidemment, tout ce qu'on a autour de l'écosystème Cube, enfin maintenant ça fait 10 ans, donc on peut pas vraiment dire que ce soit une techno de rupture. Ce qui est plutôt un problème, c'est le temps que l'on met à porter son utilisation à un niveau de maturité. Voilà, ça c'est peut-être plutôt une question. Après, autour de tout ça, moi les sujets que je suis en train de regarder, sur lesquels je me mobilise finalement, c'est toute la partie GitOps. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que... T'as dit GitOps? GitOps, ouais, GitOps. tout à fait, la partie GitOps, donc qui est finalement le modèle opérationnel que l'on devrait avoir dans les environnements et les infrastructures de type cloud native. En fait, moi, ce que j'ai observé en discutant avec nos clients ou avec nos partenaires, c'est qu'énormément d'entreprises mettent énormément d'énergie dans des trajectoires de transformation DevOps, donc beaucoup d'impulsion sur la partie culture, mindset et puis outillage dans des opérations de build et de run, mais que la partie opération et run, finalement, elle est assez peu prise en compte. Et donc, ce que je rends compte, c'est qu'à partir du moment où tu as mené une stratégie relativement abouti en termes d'automatisation sur tes phases amont, mais que tu ne les pousses pas au niveau de ta partie opération, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où on te demande de passer à l'échelle pour des raisons de pression en termes de business ou en termes de trajectoire technologique, la seule façon que tu as pour y répondre est d'aligner finalement des people. Et on sait qu'à un moment où on a un besoin en compétitivité qui est très fort, ça pose de vraies questions. Et c'est là où, pour moi, ce que je trouve très intéressant autour de l'écosystème cloud native, c'est que l'orchestrateur qui est derrière amène un niveau de résilience et des propriétés de self et d'auto-healing qui, quand on les couple à une approche GitOps, c'est la boucle de rétroaction qui est apportée, finalement, en termes de drift control par rapport à ton application, par rapport à ton infrastructure, permet de complètement, pour moi, réinventer les modèles opérationnels qui sont derrière et d'aller, finalement, vers une transition de modèle d'exploitation où on est finalement sur des métriques qui sont très technologiques, mais dont le métier finalement ne comprend pas l'intérêt et à juste titre, et plutôt d'aller vers une démarche... Tu penses à quoi comme type de métrique? Pourcentage de remplissage d'un disque, des pourcentages de remplissage d'un CPU, enfin voilà, des choses très techniques. Alors que si on s'intéresse plutôt à une approche où on va aller définir eh bien ce qu'on appelle des services level objectifs et derrière les indicateurs qui vont avec, finalement on s'intéresse beaucoup plus à la valeur end-to-end de la chaîne technologique que l'on va être amené à traverser. D'ailleurs, pas plus tard que ce matin j'avais la chance d'avoir un client avec un call avec un client émirati qui sur des sujets plein de transformation DevOps, et notamment tu vois, c'est un sujet sur lequel je disais mais aujourd'hui si je vous parle des DORA Principal Metrics, ou si je vous parle de tout ce qui est MTTX Metrics, est-ce que ça vous parle et est-ce que ça parle à vos équipes? Tu vois, par exemple... Alors moi, ça me parle pas du coup. Alors en fait, ce sont des métriques qui ont été travaillées par des personnes, 3 personnes et une équipe de recherche très influente de l'écosystème DevOps, Nicole Forsgren, Gene Kim, et ainsi de suite. Et en fait, ils ont regardé, au travers d'études très très poussées, les niveaux de maturité du déploiement du DevOps et en quoi une approche DevOps permet de pouvoir
surperformer par rapport à ses compétiteurs. Et ils en ont tiré 4 grands indicateurs qui sont des indicateurs qui finalement permettent vraiment de regarder la traversée end-to-end des différentes stacks techniques. Et puis après, quand je te parle de MTTX, c'est le temps moyen pour pouvoir détecter, le temps moyen pour pouvoir corriger, le temps moyen pour pouvoir prendre en compte, enfin, tu vois, tous ces éléments-là. Et ce que je trouve intéressant dans cette approche, c'est que ça demande aux équipes, ça les oblige à travailler ensemble de manière collaborative entre les équipes qui font du dev, les équipes qui font des ops, les équipes qui font de la sécurité, les équipes qui gèrent les plateformes de data qui vont venir agréger toutes ces informations pour être capables de sortir ces indicateurs. Et pour moi, voilà, c'est vraiment un socle extrêmement fort. Donc les sujets sur lesquels aujourd'hui moi je suis très très mobilisé, la construction d'infrastructures cloud native à base justement bien de cluster cube, typiquement tout ce qui est autour de CAPI, Cluster API, pour permettre de pouvoir créer des infrastructures Kubernetes en utilisant Kubernetes comme bearer. Voilà, les sujets de GitHub, je les ai évoqués, les sujets également au niveau réseau. À partir du moment où tu as un runtime qui évolue de manière extrêmement massive en termes de principe, bah, tout simplement la façon dont on va opérer et déployer des services de networking dans ces environnements sont amenés à profondément évoluer. Et dans ce contexte-là, tu vois typiquement tout ce qui est autour de ce qu'on appelle IBPF, donc en fait le fait d'utiliser des principes d'extension au niveau de l'OS Linux, on a la capacité de pouvoir injecter des routines qui sont capables de pouvoir faire un traitement directement au niveau du kernel entre les stimuli qui rentrent et qui sortent directement à ce niveau-là. Donc finalement, une capacité à pouvoir mener à bien des travaux en termes de sécurité, d'observabilité, de networking. Voilà, moi je pense qu'il y a des choses vraiment en rupture qui peuvent arriver là. Et puis après, un autre thème qui pour moi me tient aussi très, très à cœur et que je regarde avec beaucoup d'attention, c'est WebAssembly, hein, comme pour moi étape supplémentaire dans les thématiques de virtualisation et de déploiement de workload. Moi j'ai l'habitude de dire, hein, une VM ça virtualise un hardware, un container ça virtualise un OS, un WebAssembly ça virtualise un process. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une technologie qui est née, alors il y a déjà vraiment pas mal de temps, et qui a même été normalisée par le W3C dans un environnement web, hein. C'est une extension qu'on utilise en mode bac à sable pour pouvoir proprement exécuter des modules de manière secure. En fait, on reprend cette technologie-là et on est capable de l'amener côté back-end. Et notamment, tu vois, moi j'évolue dans un environnement dans lequel le network était très présent et je suis très très curieux et impatient de voir en quoi WebAssembly pourrait nous amener des éléments de disruption sur la façon de porter des services de networking avec leur capacité de packaging, leur niveau de sécurité et la performance avec laquelle tout ça est exécuté. Bon, ça fait pas mal de sujets, hein. Bah, les journées sont longues, hein. Tu m'as juste pour WebAssembly, pour ceux qui connaîtraient pas du tout, est-ce que tu peux vulgariser le sujet en quelques phrases? Bah, en fait, l'idée est de compiler en fait, c'est de la compilation vers un code intermédiaire que tu vas pouvoir exécuter sur une machine haute. Donc finalement, on a un peu l'idée du bytecode avec ce qu'on retrouvait dans la partie conteneurisation, dans la façon dont on est capable de packager ces composants-là, en fait. Ok. Alors, j'avais une question qui me venait juste après. Je me disais, tu allais peut-être me parler de sujets data, sur des sujets qui seraient des sujets à venir ou du futur ou du moment. C'est pas des sujets qui te... Si, complètement. Alors moi, aujourd'hui, sur la partie data, il y a 3 sujets que je regarde avec grande attention. Le premier, c'est la thématique de data mesh. En fait... qui pour le coup plus une thématique presque plus organisationnelle que technique, mais en fait l'idée est comment être capable de pouvoir exposer
des sources de données en rajoutant, on va dire, une couche de gouvernance et de sécurité, et notamment de pouvoir les exposer pour les consommer dans un autre environnement. Enfin, l'idée, elle est très simple. Aujourd'hui, la réalité est que les entreprises sont de plus en plus hybrides, sont de plus en plus multi-cloud, sont amenées donc à consommer des outils d'analytics dans le cloud, des stacks d'IA dans le cloud. Et se pose la question des données. Est-ce qu'il faut systématiquement exporter ces données ? Est-ce qu'il faut les anonymiser ? On connaît toutes les questions qu'on a en termes de Cloud Act et de GDPR. On va pas rentrer là-dedans, parce que sinon on va faire l'épisode là-dessus. Mais voilà. Et moi, ce que je trouve très intéressant avec ce qu'apporte le data mesh, c'est que finalement, ça permet de pouvoir conserver les données là où elles sont et d'en exposer une vue logique que l'on est capable d'exposer pour être consommé par d'autres process en termes de traitement de data, que ce soit pour faire de l'analytics, pour faire de l'IA ou tout simplement du pur compute. Donc voilà la partie data mesh. Puis après, il y a deux sujets qui me tiennent à cœur et qui sont proches des sujets de software factory et de trajectoire d'industrialisation. C'est tout ce qui est autour de DataOps et de MLOps. Comment est-ce qu'on est capable, notamment pour la partie MLOps, de sortir du modèle black box. C'est MLOps, c'est machine learning. C'est quoi MLOps ? En fait, l'idée derrière la partie MLOps, c'est quelle est la chaîne d'outils que l'on fabrique pour être capable de couvrir end-to-end un process de construction typiquement d'un modèle d'apprentissage. D'accord, ok. Comment tu sources tes données, comment tu les clean, comment tu les labels, quel type de stratégie de segmentation de données tu vas utiliser, quel type d'algo en fonction. Si tu veux faire, typiquement, si tu veux faire de la segmentation, si tu veux faire, bref, en fonction du type de traitement que tu veux traiter, tu vas avoir du choix en termes d'algo. Puis après, on sait que quand on rentre dans des thématiques d'IA, le nombre de paramètres et de variances qui rentrent en jeu est relativement important. Bref. Comment on est capable de professionnaliser l'intégralité de tous les outils qui rentrent dans cette chaîne-là ? Aujourd'hui, tu te poses pas là, parce que c'est un peu en dehors de mon scope habituel d'intervention, mais on en est au balbutiement du MLOps ou c'est mature ? Alors, c'est le futur ou si c'était mature, on aurait, à mon avis, beaucoup plus de cas d'utilisation à l'échelle que ce qu'on a aujourd'hui en termes d'IA. Maintenant, on a des solutions qui sont apportées. Hein. On a des acteurs qui soient côté hyperscaler ou même pas mal de startups et notamment quelques pépites françaises qui sont positionnées là-dessus. Je pense que c'est encore un écosystème qui reste à maturer. Mais tu sais, l'histoire, pour moi, c'est la même que celle de la volonté de gérer la professionnalisation d'un développement logiciel. Regarde tout ce qui s'est passé autour des référentiels de source jusqu'à arriver à Git. Regarde l'histoire de l'intégration continue. Regarde, on a démarré avec des Jenkins, Bamboo, un autre. Regarde où est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui. Et puis regarde tous les composants qu'on a rajoutés dedans. Finalement, aujourd'hui, les software factory qu'on consomme finalement as a service, c'est l'aboutissement de peut-être 15 ans. Ouais. C'est ça, j'allais dire, de 15 ans de travaux et d'intégration dans lequel on a géré des outils, mais surtout proposé une expérience pour rendre les équipes finalement opérationnelles extrêmement rapidement. On va avoir la même trajectoire sur la data, et on aura la même trajectoire sur la partie IA. Ok, donc aujourd'hui, si on fait un comparatif, enfin pour toi, si on fait un comparatif, le MLOps ou le DataOps, on est à peu près à ce qu'était le DevOps il y a 5, 6, 7 ans, quoi. Ouais, je vais dire 5 ans peut-être, oui. Ouais, ok. Ouais, c'est peut-être ça. DataOps, ça recouvre quoi en fait, c'est toute la partie comment tu sources tes données, comment tu les clean, comment tu les labels. C'est aujourd'hui le principal problème qu'ont la plupart des entreprises, et je nous inclus là-dedans, c'est quel est le niveau réel de qualité des données et quel est leur niveau réel finalement de sémantique. Qu'est-ce que ça porte comme sémantique pour être capable de les valoriser à la hauteur de ce qu'elles pourraient nous apporter. Donc tu sais, côté Orange Business Services, on a fait l'acquisition d'une entité qui s'appelle Business and Decision il y a maintenant 4 ou 5 ans.
Et j'ai des brillants collègues qui travaillent là-bas, notamment Mick Lévy et Didier Gauthier. Et Didier, que j'adore, utilise un métrique qui pour moi est toujours très très parlant. Sur un projet de data science, on a finalement un data scientist pour 7 data engineers, c'est-à-dire que tu en as 7 qui nettoient pour un qui fait la partie d'algorithmie de valorisation. Bon, peut-être que les chiffres ont changé, mais ça décrit une certaine réalité de ce que nous rencontrons sur le terrain. Donc oui, on a un besoin énorme en termes de... Si tu veux, quand tu récupères une data source où tu as en colonne data 1, data 2, data 3 avec des champs vides et une inconsistance au niveau des types de données que tu vas manipuler, qui sont à l'intérieur... Enfin, tu veux, on n'est pas magicien en fait. Hein. Donc, il y a une vraie question sur cette thématique. Exactement. Ouais. Ok, tu as parlé pas mal de Software Factory, parce que je crois que ça a été un des tournants de. Bon, quelque chose qui t'a animé sur des précédents postes et un des tournants. Comment t'es venu à arriver sur cette thématique-là professionnellement? Alors, professionnellement, c'est vraiment un sujet que j'ai adoré traiter. L'histoire est... Parce que c'est une histoire, en fait, elle est la suivante. En fait, si tu veux, ça remonte à peut-être bien une dizaine d'années. Voilà, moi, j'étais très, très surpris du temps que l'on passait au niveau d'amorçage de l'outillage pour permettre à des équipes de travailler. Enfin, tu vois, dans une entreprise, quand tu as plusieurs milliers de personnes et massivement géographiquement représentées, bah, concrètement, quand tu veux faire un projet, t'envoyais un mail pour pouvoir créer une enveloppe pour gérer ton code. Après, t'envoyais autant de mails que tu avais de personnes qui travaillaient dans ton équipe. Tu voulais faire de la CI, il fallait que tu envoies un mail pour pouvoir créer ton compte. Bref, en fait... tu pouvais te retrouver à envoyer des centaines de mails qui pouvaient prendre de quelques jours à des petites semaines pour pouvoir setuper, pour pouvoir monter des environnements qui permettent aux équipes de pouvoir travailler à day one du démarrage d'un projet. Et en fait, moi je m'étais amusé à calculer combien pouvait représenter finalement le manque à gagner dû à cette perte à l'amorçage. Et j'avais été voir mon CEO de l'époque et je lui ai dit écoute, voilà ce qui se passe, voilà ce que j'ai constaté, voilà ce que j'estime. Et je lui ai dit écoute, fais-moi confiance, donne-moi le budget que tu as perdu l'année dernière en budget d'investissement et je te promets que ça ne se passera plus. Et ça a été vraiment le point de départ où on s'est mis à avoir une stratégie et une démarche d'industrialisation des outils qu'utilisaient les équipes pour pouvoir produire. Un guide d'entreprise, un Jenkins d'entreprise, un registry d'entreprise, piloté, géré, orchestré, backupé, mirroré, comme un outil d'entreprise. Tu l'avais chiffré à combien Ouais, je me rappelle plus. J'imagine que c'était grossier parce que tu pouvais pas non plus. J'imagine que c'est pas facile d'être très fin dans. Non, c'est pas. Après, si tu veux, l'équipe que ça m'a permis de financer. C'était une équipe, voilà, on a démarré, on devait être 3-4, on a terminé, on était une quinzaine. Voilà, donc ça donne à peu près le volume. Mais moi, ce que je trouve absolument génial dans cette histoire, c'est à quel point ça nous a permis de pouvoir transformer l'impulsion et notre dynamique software. Et tu sais, quand on lit beaucoup de théoriciens du monde du DevOps et quand tu vas dans les conférences, tout le monde t'explique et te dit dans la transformation, le plus important, c'est de commencer par la culture. Alors ouais, ok. Sauf que quand tu travailles dans une boîte où il y a des multiples de milliers de personnes, et si tu vas les voir un par un dans des métiers techniques, tu leur dis dis donc, c'est quoi pour toi la culture ? Bah, honnêtement, t'es très très loin du niveau de la mer. Donc moi, ma démarche, en fait, n'a pas été celle-là. Moi, j'ai choisi de partir sur des choses extrêmement pragmatiques, des outils qu'on a industrialisés, qu'on a rendus accessibles, que l'on a fiabilisés. Derrière, ça nous a permis de pouvoir mailler les équipes, travailler au niveau des pratiques, construire des communautés
et avoir un maillage à l'échelle de l'entreprise en termes d'ambassadeurs pour nous aider finalement à faire le lien entre les trajectoires d'outils qu'on proposait et ce qui était utilisé localement au niveau des équipes. Donc voilà, et ce qui a pour moi été un tournant absolument majeur, c'est le moment auquel... parce que tu sais, quand tu travailles dans ce type d'entreprise, en fait... et que tu arrives en disant voilà, on va avoir une approche pour pouvoir professionnaliser, bah, tu as plein de personnes qui globalement disent mais non, mais moi je veux pas rentrer dans cette approche-là, tout ça. Donc, et derrière, tu grattes et tu essaies de comprendre finalement quels sont les moteurs intrinsèques de cette résistance-là. Et moi, celui que j'ai vraiment identifié et qu'on a travaillé et qui pour moi a été certainement notre élément clé de succès, c'est qu'on a décidé de s'intéresser à, mais en vérité, quelle expérience utilisateur, quelle expérience développeur on propose aux équipes qui font du dev. D'accord ? On parle toujours de UX et de UI quand on parle aux clients, mais comment on se l'applique à nous-mêmes dans les métiers finalement qui permettent de pouvoir produire ces services-là. Et ça a été notre trigger. C'est ce qui nous a vraiment permis de pouvoir rentrer dans une approche où on a eu une approche de self-care portal, c'est-à-dire que avant, tu envoyais des centaines de mails et puis t'attendais avant que ton infrastructure soit montée. Là, avec ce qu'on avait créé, ce qu'on avait mis en place avec les équipes, concrètement, l'idée elle était très simple. Tu étais tech lead, tu te connectais à un portail, tu déclarais le payload de ton projet, c'était connecté à la mienne d'entreprise, tu déclarais quels étaient les users qui faisaient partie des membres de ton équipe, tes coéquipiers. Tu leur donnais un macro rôle, et après tu allais dans un store, comme ton App Store, d'accord ? Et tu disais, je veux gérer mon code, je veux gérer ma CI, je veux gérer ma qualité, je veux gérer mon registry. Je veux déployer sur tel environnement. Enfin, de manière déclarative, en fait, et visuelle, tu es là-dedans. Et suivant terminé, et moins de 5 minutes après, en quelques points de production que ce soit sur la planète, finalement, t'as une factory qui était setupée et tous les environnements qui étaient tissés. Et ce qui était très intéressant, c'est que on arrivait avec du comportement. Dans l'idée qu'il y a derrière ça, c'est que pour pouvoir gérer la qualité de ce qui est produit pour nos clients, finalement, le très très gros travail que tu as à faire, c'est comment tu peux moyenner ton écart type. Parce que dans une entreprise, et c'est la vraie vie, tu as des salariés ou des experts qui ont des pratiques très 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 avancées, et celles-là, il faut que l'environnement ne les bride pas pour pouvoir utiliser leur potentiel à leur juste niveau. Est-ce que moyenner l'écart type, c'est quand même pas un risque de réduire l'écart type, par le bas, mais également par le haut, du coup ? Alors, justement, l'idée était de pouvoir débrayer certains mécanismes, mais l'idée... Mais là où ça a eu vraiment un effet extrêmement fort, c'est que, justement, on va dire que les experts nous ont aidés dans énormément de templating, dans énormément d'éléments de configuration, ce qui fait que quand nos factories arrivaient, on avait de la validation de qualité de code, validation de sécurité, des validations de patterns d'architecture. C'est-à-dire qu'on n'amenait pas qu'un outil, on amenait un outil et une capacité à pouvoir observer le comportement de ce qui était fait. Et donc, ça nous a permis de pouvoir faire très très facilement le lien avec le fait de former et d'accompagner. Et il y a eu là-dedans aussi un autre facteur absolument clé, c'est que depuis le D1, moi la demande et ce qu'on a travaillé ensemble, c'était intégrer finalement cette notion de ce qu'on appelle aujourd'hui tout simplement le DevEx, la notion de Developer Experience. Comment faire qu'une équipe de développement puisse apporter son meilleur potentiel, d'accord ? Et le deuxième sujet était de dire, en D1, moi, je veux avoir une approche data. C'est-à-dire que je veux avoir du data insight. Je veux prouver la qualité du service que je rends et je veux être capable, parce que moi, j'ai des milliers de développeurs qui travaillent sur des centaines de projets par an. C'est une matière qui est extrêmement précieuse pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Et donc, on a fait un travail d'analytics de manière à pouvoir avoir des alarmes qui permettaient de pouvoir aux équipes finalement de comprendre
les signaux faibles qui nous permettaient, nous, de pouvoir après, derrière, intervenir avec eux pour pouvoir finalement les soutenir, amener du training, amener du soutien, pour pouvoir justement les aider toujours dans une optique, dans cette optique d'amélioration. Ouais, ça a été vraiment une expérience extrêmement enrichissante. Fondatrice. Et enrichissante. Exactement. Je vais changer complètement de sujet. La première fois la fois où on s'est parlé pour programmer l'entretien, c'était plutôt en visio, pas en 3D. Et j'avais trouvé la déco de ta pièce de travail sympa. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, ok. En fait, moi je pense qu'on travaille bien dans un endroit où on se sent bien. Et en fait... oui, moi ma pièce de travail, c'est une pièce de travail dans laquelle elle est remplie de Lego, elle est remplie de planches originales de bande dessinée, elle est remplie également de mes propres tableaux, puisque peut-être que vous l'avez senti derrière ce trait de curiosité et de passion. Moi je suis quelqu'un qui est complètement hyperactif. Et en fait, moi j'ai besoin de me poser. Pour me poser, il y a 2 trucs qui sont fondateurs pour moi. Le premier, c'est le sport, et je fais énormément de vélo et de gravel bike. Et le deuxième, j'ai également une activité de street art. Et dans mon bureau, il y a une partie, il y a quelques-uns de mes tableaux. Et puis également besoin de me sentir proche de gens qui me sont chers. En fait, tu sais, quand tu vas dans les events tech, tu reviens avec des sacs pleins de t-shirts. Et en fait, moi, un sujet dont on n'a pas du tout parlé, mais ça mériterait peut-être d'y passer trop de temps, donc je vais juste l'aborder là. En fait, je suis également très très impliqué dans la stratégie d'investissement du groupe Orange, et notamment auprès de mes collègues et amis d'Orange Venture et de plusieurs fonds d'investissement où j'apporte du conseil, et j'ai la chance d'être board advisor de plusieurs startups dans lesquelles le groupe Orange a investi. Et il se trouve que j'ai les t-shirts des startups pour lesquelles je suis board advisor qui sont derrière moi. Et puis et puis après un petit clin d'œil à un mouvement tech que j'adore et qui se passe plutôt du côté des Pays-Bas. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà vous connecter aux événements qui sont organisés par Container Solutions sur un événement qui s'appelle Software Circus. Et c'est notamment les gens qui ont travaillé depuis maintenant 2-3 ans autour de la thématique de communication what the fuck is Kubernetes, what the fuck is SRE, ainsi de suite. Et ils déclinent, la semaine prochaine ou la semaine d'après, il y a what the fuck is Developer Experience, is DevX. Et voilà, et c'est des gens que j'ai la chance de connaître, d'échanger de manière proche. Et voilà, et j'ai aussi les t-shirts des 2 derniers événements qu'ils ont animés. Donc voilà, donc un environnement de travail, et avec la caractéristique aussi d'avoir un bureau assis debout. Et moi je passe... Ouais, ça m'avait... je m'étais dit, mais c'est la première fois que je fais une visio, ou en fait une visio préparatoire... En fait, je t'avais posé la question, mais en fait, pourquoi t'es pas assis ? En fait, si tu veux, je pense que dans un job de CTO, tu as une partie de représentation qui est très importante auprès de tes clients, auprès de tes partenaires, et puis dans des talks ou dans des conférences qu'on a fait massivement en ligne depuis maintenant 3 ans. Et en fait, tout simplement, la raison, elle est simple. C'est que quand tu es debout, tu as une posture qui est beaucoup, beaucoup plus dynamique que quand tu es assis. Alors, tu vois, moi j'ai du mal à parler sans pas utiliser mes mains, et je fais plein de mimiques avec mes doigts, donc du coup ça me permet de pouvoir amplifier ou renforcer le message que je veux passer. Et finalement je me suis rendu compte que quand je suis assis, j'y arrive pas, et j'y arrive bien quand je suis debout. Donc voilà, donc c'est pour ça que je passe peut-être plus de la moitié de mes journées debout dans mon bureau, quoi. Et juste board advisor je rebondis, board advisor de combien de startups? Alors, est-ce qu'il y en a qui ça commence à décoller? Et qu'est-ce que ça veut dire board advisor? C'est-à-dire que tu as investi personnellement aussi et tu as investi dans les parts, tu es juste au conseil, enfin comment ça se passe? Alors les 2 entreprises pour lesquelles aujourd'hui, les 2 startups pour lesquelles je suis board advisor, la première est une startup française qui s'appelle Cycloid,
qui est une startup qui travaille dans tout ce qui est cloud automation, qui est en train de faire on reste dans l'un de tes oui, sujets. Oui, évidemment. Bah oui, très très. Un peu de cohérence. Voilà, ils font des choses en ce moment très très intéressantes sur la partie CMP, sur la partie FinOps. Enfin voilà. Donc et la deuxième entreprise est Weaveworks. Donc Weaveworks est une entreprise qui a été créée par Alexis Richardson. Alexis Richardson, c'est la personne qui a inventé le terme GitOps et le principe de GitOps. Donc voilà. Donc c'est quoi mon job de board advisor ? En fait, mon job de board advisor, il est relativement simple. C'est d'essayer de tout faire pour pouvoir rendre successful ces entreprises. C'est du mentoring, c'est de l'accompagnement, c'est beaucoup de sparring, être un sparring partner pour les founders. Tu vois, à un moment donné, quand tu crées un objet, voilà, t'as très très peu de certitudes, t'as surtout beaucoup de questions et beaucoup de doutes, et t'as besoin de t'entourer pour pouvoir jouer des scénarios et regarder le potentiel des scénarios sur lesquels tu veux avancer. Et donc moi, c'est dans ce contexte-là où j'interviens. Puis après, sur les trajectoires technologiques, sur les trajectoires de features en termes de roadmap. Voilà, donc c'est les soutenir dans ces environnements-là. Et tu vois, entre le travail que je fais pour la partie corporate VC d'Orange, pour les fonds, pour toute la partie de scouting, donc d'identification des startups sur lesquelles on peut être amené à faire des financements ou que d'autres finalement fonds d'investissement puissent se positionner, c'est une activité qui aujourd'hui pour moi représente facilement 20% de mon temps, et c'est une activité. C'est 20% de ton temps aujourd'hui. C'est absolument passionnant, vraiment, vraiment passionnant. Et ça te fait un peu de veille aussi au passage, hein, vu leurs activités. Complètement. Ok, et je crois que tu as d'autres activités. Tu es rentré dans la salle en me disant « Ah, dis donc, il est marrant ce bouquin. » Donc c'était un bouquin que nous, on passe dans notre kit d'accueil, Kybers, voilà, un peu les fondamentaux. Tous les Kybers, un bouquin sur les design patterns. Donc tu écris, tu traduis, Alors, fais d'autres activités encore. En fait, le bouquin, c'est le Head First Design Pattern, et j'ai eu la chance de le co-traduire, mais ça remonte à très très longtemps. En fait, l'histoire, elle est très simple. Comme quand je me suis présenté, en fait, au début, j'ai expliqué que j'ai terminé mes études à Rennes, et puis je me suis retrouvé derrière jeune stagiaire avec beaucoup de temps, et puis il se trouve que de bouche à oreille, j'ai été mis en relation avec les éditions O'Reilly, et puis de fil en aiguille, j'ai travaillé en dehors de mon job principal pendant plus de 10 ans avec eux, où j'ai traduit, accompagné, validé des traductions, écrit quelques papiers. Et ça a été une école absolument incroyable. Se mettre dans la posture de celui qui va recevoir le message pour comprendre comment tu dois adapter, traduire le filtre qu'il faut que tu mettes pour que les principes soient compris. Ça a été pour moi une expérience vraiment. Est-ce que tu es en train de dire que celui qui comprend le mieux le bouquin, c'est celui qui le traduit, qui se met dans la peau du traducteur, quoi. Parce qu'en fait, t'es obligé, ouais. Non, mais en fait, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire là, en fait, hein. Mais oui. Et puis parce que c'est la vraie vie, on a des personnes qui sont absolument brillantissimes et expertes, et dont les capacités de rédaction sont pas la meilleure qualité qu'elles puissent avoir. Donc l'idée, c'est d'essayer d'amener une touche pour pouvoir faciliter cet accès-là, quoi. Ouais. Ça a été vraiment un moment important, extrêmement fondateur pour moi. Ouais. Ok. De mon point de vue, on n'en arrive pas loin d'accéder aux quelques petites questions un peu finales du podcast. Est-ce que tu as un proverbe ou plusieurs proverbes, surnoms, maximes, phrases que tu aimes bien répéter? Alors, il y en a un qui m'est cher parce que je pense qu'il est très très présent dans le domaine de la tech. C'est une phrase de Samuel Beckett qui est autour de la notion
de l'essai, de l'échec et de la tentative. Hein. Donc c'est ever tried, ever failed, no matter, try again, fail again and fail better. Et pour moi, il y a des choses qui derrière C'est marrant parce qu'on n'a pas parlé beaucoup d'échecs dans le podcast. Il y a des échecs sur lesquels Mais l'échec, c'est... Enfin, tu vois, l'échec... en l'occurrence... C'est la remise en question. Ouais. Pour moi, c'est cette capacité de remise en question, cette capacité de tester des choses extrêmement rapidement, de les couper extrêmement rapidement parce que tu sais qu'elles ne peuvent pas aboutir. Et moi, si tu veux, derrière... Bien échouer, c'est échouer vite. Ah bah oui. Ok. Bien échouer, c'est échouer vite parce que si tu vas trop loin, c'est déjà, bah ouais, après c'est une connerie. Mais non, mais c'est vrai. Et puis voilà. Et je pense que ça demande des vraies qualités pour mettre à part un volume tout simplement d'affect et d'être capable de pouvoir être lucide sur les décisions qui s'en prennent. Et moi derrière, il y a beaucoup de choses que j'aime et qui font vraiment partie de mon ADN sur cette dimension de leadership. Voilà, c'est comment tu encourages à essayer, à oser, accepter le droit à l'erreur, comment se remettre en cause pour avancer. Voilà, ça pour moi c'est important. Puis surtout derrière, il y a ne rien lâcher. On véhicule, enfin moi tu vois, quand je lis ça, l'envie, la pugnacité, la rage, l'énergie, enfin voilà, c'est pour moi c'est vraiment fondateur. Ok. D'autres, enfin celle-là, elle te. Celle-là est importante et en fait, c'est une phrase qui est souvent mise en scène de manière artistique. Et tu vois, juste petite anecdote, cet été, avec ma famille, on a eu le plaisir d'aller passer quelques jours à Berlin. Et dans une expo de street art, je suis tombé sur un néon, tu vois, l'écriture en néon, donc lumineuse. De cette phrase-là, et voilà, et elle est dans le fond d'écran de mon téléphone sur ma partie perso. Ok. Est-ce que tu as un surnom ou plusieurs? Alors, ou pas du tout? Non, j'en ai pas de connu. Alors, je crois pas en avoir, ou en tout cas pas que je sache. Après, un pseudo. Quand je joue à des trucs en ligne, je m'appelle l'Enfeust35 parce que l'Enfeust c'est mon personnage de BD favori, et 35 parce que j'habite en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, et voilà, et j'habite à Rennes, donc c'est ça. Mais non, j'en vois pas, j'en connais pas. Ok, il y a personne qui t'appelle l'Enfeust. Bah non, pas encore. Ok. Est-ce que tu as une idée pour le titre de cet épisode qui te parlerait bien? La culture du learning, tu vois, autour de accepter la remise en cause pour pouvoir avancer, la curiosité. Voilà, moi, je pense que j'irai chercher quelque chose autour de ces éléments-là qui me paraissent être en tout cas pour ce qui a été de mon histoire jusque-là, extrêmement fondateur. Oui. Ok, bah écoute, j'essaierai de te proposer un titre autour de ces mots-là, ces thématiques-là. Est-ce qu'avant de mettre le point final au podcast, est-ce qu'il y aurait une question que je t'aurais pas posée, ou une thématique que tu voudrais aborder en point final? Alors, une question, non, c'est plutôt une thématique, et c'est une thématique qui me tient personnellement à cœur. Alors je vais essayer de la traiter rapidement parce qu'on pourrait y passer beaucoup de temps, et en plus je ne suis pas un spécialiste du domaine. C'est la thématique de la diversité et de l'inclusivité. Quand on parle de diversité et d'inclusivité, si tu veux, on pense immédiatement aux femmes, aux questions de genre et d'orientation sexuelle, aux personnes de couleur. Alors évidemment, c'est un domaine dans lequel il y a énormément à faire, et dans lequel l'environnement professionnel est malheureusement encore trop un environnement discriminatoire. Mais pour moi, il y a une autre dimension qui aussi est très très importante, c'est les profils neuroatypiques. Finalement des profils qui sont souvent différents, et avec une palette de caractéristiques neuroatypiques voilà, extrêmement variées. C'est comme tu peux avoir des gens qui sont hyperactifs, hyper émotionnels, tu peux avoir des hauts potentiels intellectuels, des hauts potentiels émotionnels, tu peux avoir des profils ASPI, tu peux même tu peux aller dans des formes d'autisme. Donc voilà, c'est pour ça, je suis pas psychologue. Oui, il y a une grosse palette. Il y a une palette qui est très très large. Et si tu veux,
les entreprises, pour pouvoir fonctionner, elles ont besoin de se rassurer. Et pour pouvoir se rassurer, elles ont besoin de tracer des cases et d'essayer de faire rentrer les gens dedans. Le problème, c'est que des profils neuroatypiques ne rentrent très rarement dans des cases. C'est généralement des profils explorateurs, inventeurs, créateurs. C'est des profils qui ont souvent un mode de pensée où le fait de regarder des problèmes ou des questions peut-être avec un pas de décalage sur le côté. Moi, je pense que c'est une chance pour les entreprises. Il faut être capable de les détecter, de les accompagner. Et ce sont des personnes qui ont des systèmes de valeurs, de reconnaissance, de motivation qui sont très très différents, on va dire, de ce que l'on peut avoir auprès des populations salariées dans les entreprises. Et puis tu sais, dans le mot neuroatypique, il y a atypique et atypique, oui, cette différence pour moi doit être une chance. Et je trouve que c'est un sujet dont on parle finalement pas beaucoup. Voilà. Et tu sais, tu me parlais en termes de citations, et sur cette thématique-là, il y a une citation que vraiment j'adore d'Albert Camus, qui dit être différent n'est ni une bonne ou une mauvaise chose. Cela signifie que vous êtes suffisamment courageux pour vous accepter vous-même. Voilà. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me touche, et voilà, que tout le monde puisse être lui-même. Parce que toi, tu disais tout à l'heure, tu as utilisé le mot hyperactif pour te définir. Tu te mets un peu dans la case de profil neuroatypique sur cette palette-là. Je pense que je dois couvrir et cocher quelques cases sur cette palette-là. Et si tu veux, voilà, pour que tout le monde trouve sa place, ce que je trouvais intéressant... il faut d'abord s'accepter, et puis tout simplement aussi accepter l'autre. Et je trouve que voilà, il y a quelque chose d'important et de fondateur. Donc voilà. Donc le thème inclusivité, diversité. Alors s'accepter, j'ai l'impression c'est fait. Mais du coup, est-ce que toi, dans ta manière de manager ou ton rapport aux autres en entreprise, qu'est-ce que tu fais au quotidien, est-ce qu'il y a des choses que tu as mises en place ou que tu fais ou que tu regardes au moment de recruter, ou je sais pas, pour pas s'accepter mais accepter? En fait, si tu veux, là-dessus, moi j'ai un principe de travail qui est... moi, mon job en tant que manager ou leader, c'est de donner une trajectoire, de donner une vision, de donner un but. La façon dont on l'exécute, dont on y va, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais j'estime que si on n'en laisse pas une part d'autonomie aux personnes avec lesquelles on travaille, finalement, on devient omnipotent sur toutes les prises de décision, sur toutes les orientations, et tout simplement, ça amène à scléroser une structure, à scléroser une entreprise. Et voilà, moi, dans mes principes de leadership ou de management, finalement, voilà, cette notion de donner du sens, donner du propos, la transparence, empowerer les personnes. Des anecdotes très rigolotes, hein. Moi, quand j'ai monté mes équipes et mon staff, évidemment, avec mon job, on discute avec tout simplement le COMEX ou les membres du comité de direction de l'entreprise. Et moi, quand une personne travaille à un dossier, évidemment que c'est la personne qui a travaillé le dossier qui va aller le présenter, même si c'est le DG de la boîte. Enfin, moi, ça me paraît normal. Et voilà. Et ils étaient vraiment pas tous habitués à cette trajectoire-là. Donc voilà, moi je pense que ça permet de pouvoir faire grandir les personnes, de les mettre dans cette posture-là. Voilà. Mais je pense que le plus important, c'est être capable de donner du sens. C'est-à-dire que tous les matins, quand tu te lèves, tu sais pourquoi. C'est structurant. C'est une belle phrase pour terminer. Merci Pierre. Merci à toi. À très bientôt. À très bientôt. Merci.
L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.